Biodanza Vox, invité le mystère. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui ouvre la saison 2 de Biodanza Vox. Pour l'occasion, c'est Marco, qui est élève à l'école de Biodanza de Toulouse-Occitanie, qui a partagé un texte qu'il avait écrit pour son travail de séminaire des élèves en 2e année. Une histoire de la sexualité et de sa place dans notre civilisation. Un conte drôle et tendre qui pose la question d'ouvrir en nous des espaces de plaisir, de déploiement des forces vitales et de réhabilitation des instincts. C'est ce qu'on ne cesse de faire dans notre pratique de la biodanza, donner la priorité à ce qui en nous sait déjà, à cette sagesse qui a traversé le temps, l'espèce humaine et aussi les espèces et les différents règnes et qui nous relie aux premières formes d'organisation de l'énergie en matière, de matière en organismes vivants, etc., etc., puis chemin retour jusqu'à nous. On fait cet aller-retour sans arrêt dans nos séances de biodanza, à les puiser pour ramener dans nos existences le savoir, entre guillemets, de la vie. Nous, notre postulat en biodanza, c'est que par quelques ingrédients scientifiques et un processus qui s'inscrit dans le temps, entouré d'autres êtres humains, on va pouvoir venir réveiller, redynamiser, faire un reboot, pour faire passer le courant à nouveau en nous de cette sagesse vitale et instinctive. C'est bien parce que ça sera l'occasion de faire un épisode sur ce qu'on appelle la vie, pourquoi Rolando Toro dit que l'univers existe parce que la vie existe, le principe biocentrique, tout ça. Et si t'as des éléments de réponse qui te viennent, écris-moi, comme ça peut-être qu'on fera un prochain épisode ensemble sur tout cela. En attendant, bonne écoute à toutes et à tous. Il était une fois, dans un vaste royaume, peuplé de preux chevaliers et de magiciens, en des lieux et des temps lointains, une magnifique princesse qui s'appelait Sexualité. Mais les gens n'osaient pas prononcer son nom, de peur d'être foudroyés ou d'aller directement en enfer. Les médisants disaient d'elle qu'elle se changeait la nuit en dragon maléfique. Elle vivait dans un mystérieux château avec ses parents, 2 papas qui vivaient en couple. Oui, ils étaient en avance pour leur époque. Le premier, qu'elle appelait en général père, car plus âgé, un peu strict et plutôt psychorigide, s'appelait Sigmund. Le deuxième, plus jeune, moins coincé et plus affectueux, s'appelait Willem, mais elle préférait l'appeler Papounet. Cette princesse était très belle, pleine d'élan vital, de désir, et elle aimait savourer tous les plaisirs de la vie. Elle aimait rire, chanter, danser, nue dans les jardins du château. C'était naturel pour elle. Elle était pleine d'énergie, de pulsions qu'elle aimait déployer autour d'elle, même si c'était mal vu dans le royaume. Les 2 papas de la princesse se disputaient souvent à son sujet. Le plus jeune, qui était plutôt dans la matière et le réel, reprochait souvent au plus vieux sa vision des choses un peu trop cérébrale et abstraite. Il lui disait souvent « Oui, ta fille, d'accord, tu lui parles, enfin tu l'écoutes beaucoup surtout, mais tu restes toujours très distant avec elle. Tu oublies qu'elle a un corps qui parle, un corps qui a une mémoire, des désirs, des pulsions. Arrête de vouloir la domestiquer. Laisse-la un peu tranquille, laisse-la vivre, s'exprimer et sortir un peu du château pour découvrir le monde. » Mais pour le vieux, tout ça c'était dangereux. Il préférait qu'elle reste dans sa chambre, à faire de la broderie ou du clavecin. Il appelait ça la sublimation, et il pensait que c'était beaucoup mieux pour elle. Le plus jeune, qui était un peu druide et énergéticien, avait réussi à identifier et isoler un extrait d'énergie de vie cosmique que sa fille possédait en elle. Il appelait ça l'orgone. Il s'en servit comme ingrédient principal pour trouver un remède miracle qu'il appela orgasme, un antipoison à toutes les maladies du royaume. Pour lui, cet antipoison permettait de libérer toutes les tensions du corps, évitant qu'elles ne s'accumulent et forment des zones rigidifiées, dangereuses pour la santé. Il y avait à l'époque dans le royaume beaucoup de chevaliers en cuirasse, et cela avait dû l'inspirer, car il appela cuirasse ces anneaux de blocage énergétique. Vivait également dans le royaume un magicien, troubadour et poète que tout le monde surnommait l'alchimiste, car il avait créé une pierre philosophale qui lui permettait de transmuter le plomb en or. On ne connaissait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il avait des origines chiliennes.
C'était un ami de la princesse et de ses deux papas, surtout du plus jeune dont il se sentait très proche. Entre magiciens avant-gardistes, ils se comprenaient. Il avait notamment inventé une potion magique capable de dissoudre les fameuses cuirasses en utilisant des ingrédients aux noms étranges dont lui seul avait le secret. Quelques pincées de segmentaire, un zeste d'extension, un soupçon de fluidité, quelques gouttes d'intégration. Quand la princesse était autorisée à sortir un peu du château, elle allait visiter le royaume et était courtisée par un prince charmant, pas très charmant en fait, qui s'appelait Répression. Ce dernier était un des fils cachés que le tyrannique seigneur du royaume avait eu avec l'archevêque. Oui, encore des géniteurs masculins, nous étions de toute évidence dans un royaume assez patriarcal. Ce prince charmant, pas très charmant, la séquestrait de plus en plus souvent chez lui. Il lui faisait sans cesse la morale, lui disait qu'elle était possédée par le diable, que son corps était laid, qu'elle était insignifiante, qu'elle devait travailler dur et souffrir. Il lui interdisait de plus en plus de choses, la bridait, l'enchaînait et l'étouffait à petit feu. Car il avait peur qu'elle lui échappe, qu'elle pense par elle-même, qu'elle soit indépendante, libre, qu'elle se rapproche des autres. Il avait peur qu'elle libère ses émotions, ses instincts, qu'elle s'autorise la passion, la jouissance, le plaisir. Il avait peur qu'elle soit vivante. Plus elle le fréquentait, plus la princesse se sentait emprisonnée. Elle perdait de sa vigueur, de ses couleurs. Elle devenait triste et perdait tout appétit. Son plus jeune père avait clairement compris, et depuis longtemps, les mauvaises intentions du prince et ses effets dévastateurs sur la princesse. Il voyait bien qu'elle dépérissait à vue d'œil et qu'elle sombrait peu à peu dans la maladie. Elle ne riait plus, elle ne chantait plus, elle ne dansait plus. Malgré tous les efforts de ses proches, elle devint peu à peu une morte vivante et tomba dans un sommeil profond. Il demanda de l'aide à son ami l'alchimiste. Ce dernier décida de réunir tout son savoir-faire pour fabriquer un breuvage guérisseur, capable de réveiller les morts vivants. Voici le flacon qu'il élabora grâce à ses pouvoirs d'alchimiste et de génie créatif. On peut lire sur l'étiquette « Élixir vitae », élixir de vie. Ingrédients : amour, plaisir. L'histoire raconte qu'il en déposa une goutte sur les lèvres de la princesse, qui sortit alors de son sommeil. L'histoire raconte aussi que l'on vit des notes de musique sortir de son cœur, qu'elle se mit à danser dans le ciel et alla embrasser les étoiles dans une danse cosmique et poétique, échappant ainsi à une triste fin d'histoire, dont l'épilogue aurait pu être dans d'autres circonstances. La princesse Sexualité et le prince Répression se marièrent, vécurent pas très heureux et eurent beaucoup d'enfants qu'ils appelèrent Névrose.